Alors bonsoir à tous. Nous sommes là pour la deuxième table ronde en compagnie de Jean-Louis Mandel et Jocelyn Laporte pour parler de recherche et de transmission. Alors je vais essayer de les présenter brièvement, mais ils ont des carrières tellement importantes que ça va être dur, mais je vais faire de mon mieux. Alors Jean-Louis, vous êtes professeur émérite de l'Université de Strasbourg et chercheur à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, l'IGBMC. Vous avez débuté vos recherches en génétique humaine en 1982 aux côtés de Pierre Chambon à la faculté de médecine lorsque l'IGBMC que vous avez également dirigé n'existait pas encore. Vous avez découvert une mutation inhabituelle dans un gène du chromosome X qui provoque le syndrome de l'X fragile, une forme héréditaire de déficience intellectuelle, y compris l'autisme, qui se manifeste le plus souvent chez l'homme. Ces travaux, pour lesquels vous avez été distingué par le prix Calvi en 2022, ont permis d'améliorer les outils de diagnostic de ce syndrome. Durant ces 40 années de recherche, vous avez enfanté 2 ou 3 générations de chercheurs. Vous parlez de vos enfants et de vos petits-enfants scientifiques. Parmi eux, Jocelyn Laporte, qui est aujourd'hui avec nous et qui était votre doctorant il y a 30 ans et qui dirige actuellement sa propre équipe créée en 2007, Physiopathologie des maladies neuromusculaires à l'IGBMC. Alors Jocelyn, durant votre thèse, vous avez identifié un gène impliqué dans une myopathie très sévère. Cette maladie génétique provoque une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. Vous avez ensuite étudié les mécanismes de ce gène plus en profondeur, en vue notamment de développer des thérapies. 3 essais cliniques ont été lancés, principalement dans les myopathies myotubulaires et centronucléaires. Une start-up, Dynacure, a vu le jour en 2017 dans le cadre d'un de ces essais. Alors, on va passer aux questions. Alors, Jean-Louis, on va commencer par vous. Comment s'est passée la transmission lorsque vous étiez jeune chercheur? Vous dites en plaisantant que vous êtes un bon exemple de consanguinité. Oui, alors effectivement, j'ai été, depuis le début de ma thèse, l'élève d'un très grand scientifique et surtout constructeur aussi de laboratoires d'environnement scientifique, qui est Pierre Chambon. Et je dirais, il m'a transmis énormément de choses du point de vue scientifique au sens propre, de comment mener un projet, la rigueur scientifique et puis aussi l'importance justement d'un environnement technologique, d'un environnement d'échange. Et il se trouve que, ça c'est la petite histoire, que Pierre Chambon avait été lui-même l'élève de mon père, qui était aussi un biochimiste, professeur à la faculté de médecine, et qui était venu, qui a eu, je dirais, quasiment toute sa carrière à l'université de Strasbourg, puisqu'il avait rejoint, venant de Pologne avec ma mère, l'université de Strasbourg en 1930. Et j'espère que d'ailleurs, à l'heure actuelle, les conditions d'accueil des étrangers, des étudiants étrangers, restent tout aussi favorables, parce que je crois que c'est très important pour eux et puis finalement pour la France et pour l'université. Et puis donc j'ai appris beaucoup de choses chez Pierre Chambon, avec Pierre Chambon. Et puis à un moment, j'ai voulu développer effectivement un projet propre sur les maladies génétiques. C'était au début pas vraiment ce qu'il souhaitait pour enrichir son institut, mais il m'a laissé la liberté, il m'a soutenu tout à fait au début. Et puis ça a assez vite marché, on a commencé à travailler sur l'X fragile, ça a donné des résultats tout à fait inattendus, et d'autres maladies. Et puis j'ai accueilli des étudiants, des post-docs, et notamment par exemple un jeune étudiant qui est venu en 92, je crois, c'est ça, 91, 93, étudiant de l'ESBS, qui venait un peu plus du sud de la France, mais qui avait fait ses études à l'ESBS.
Et puis, cet étudiant a commencé à travailler sur une maladie qui était très peu connue et dont on connaissait très peu de choses. Et grâce à ses qualités, grâce aux collaborations qu'on avait pu mener, eh bien, sa thèse a super bien marché. Et il a identifié le gène de cette maladie. Et ça devenait tellement intéressant qu'il a renoncé à faire un postdoc aux États-Unis qui était déjà prévu pour pouvoir continuer sur ce sujet. Bien lui a pris parce que petit à petit, en fait, il en savait beaucoup plus que moi, beaucoup plus sur les technologies qu'il fallait utiliser pour faire progresser l'étude de cette maladie et ensuite des maladies qui étaient, disons, à côté de mécanismes similaires. Et donc c'était tout à fait naturellement qu'il est devenu le leader de cette recherche et donc le directeur d'une nouvelle équipe à l'IJBMC qui continue à super bien marcher. Et justement, Jocelyn, pour vous, c'était comment la transmission avec Jean-Louis, du coup, qui a été votre directeur de thèse? Oui, ben ça s'est effectivement très bien passé. C'était à une époque, en fait, où Jean-Louis a eu énormément de succès à cette époque-là, puisqu'il y a eu plusieurs découvertes en même temps. Donc, effectivement, notre découverte du gène d'une myopathie, mais il y a aussi eu d'autres découvertes, d'autres causes génétiques. Ce qui a multiplié entre guillemets les expertises qu'il fallait avoir pour continuer sur ces recherches-là. Et en plus, en parallèle, Jean-Louis est devenu directeur de l'IJBMC, donc ce qui lui rajoutait peut-être un peu de travail en plus. Donc c'est effectivement assez naturellement que moi je suis resté concentré sur la recherche sur ces myopathies. Et Jean-Louis m'a très naturellement et très gentiment laisser faire pour un petit peu creuser ce domaine. Et alors à vous deux, vous avez dirigé quelques 50 doctorants, enfin une cinquantaine, et une trentaine de post-doctorants. Quand j'ai discuté avec vous, vous me parliez de transmission plus que d'échange, enfin d'échange plus que de transmission, pardon. Comment voyez-vous la transmission dans un domaine d'autant plus important qu'elle touche à la santé des personnes? Bah, voilà, moi je voulais juste dire, d'une part, c'est quelque chose de général en sciences, mais un domaine scientifique ou un sous-domaine scientifique n'appartient à personne. Elle appartient à ceux qui veulent développer, qui ont des idées, et encore plus quand on travaille sur des maladies, puisque là, ce qui importe finalement à ceux qui vous font confiance pour travailler sur cette maladie, pour participer quelquefois les familles et les patients à ces recherches ou les aider, eh bien, c'est que les choses avancent et pas que ça avance grâce à monsieur X ou monsieur Y. Donc je pense que la collaboration et les échanges, alors les échanges avec les autres scientifiques, mais aussi, et ça c'est une chose quand on parle transmission-échange, c'est vrai qu'au début, un étudiant qui arrive, on lui transmet un projet, on lui transmet de quelle manière il pourrait le développer, mais assez rapidement, quand c'est un très bon étudiant, il va acquérir des expertises et en savoir plus que le patron qui a plein d'autres choses. Et finalement, c'est lui qui va apporter aussi des idées, des stratégies. Et donc, on apprend beaucoup de ces étudiants, de ces post-docs. On a quelquefois encore des expériences qu'on peut partager avec eux, mais très vite, c'est un échange plus qu'une transmission verticale dont notre président a quelquefois trop tendance à utiliser, mais bon, voilà. Et vous, Jocelyn, comment vous voyez la transmission avec vos doctorants et vos étudiants? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Louis. C'est vrai qu'en fait, on a plus, on a plus l'impression de discuter entre collègues. Chacun a quelque chose à amener, quelle que soit son expérience.
Des fois même, c'est les moins expérimentés qui amènent les idées les plus folles, mais finalement les plus novatrices. Donc les plus expérimentés sont là pour guider effectivement et dire voilà, ça c'est faisable, ça prendrait 10 ans pour faire ce projet-là. Mais c'est vraiment plutôt une discussion d'égal à égal, je dirais, entre les étudiants et les directeurs des étudiants. Et puis c'est aussi très intéressant et très fun finalement de refaire un petit peu le monde en discutant avec ces étudiants d'hypothèses plus ou moins folles. Bah, merci pour vos réponses. Alors, pour rappel, le premier axe de développement du réseau Alumni vers 2030 concerne la circulation des expériences, le dialogue entre la recherche et le monde socio-économique. C'est aussi une problématique de notre société, l'importance de transmettre les résultats de la recherche au grand public et aux politiques. Alors, qu'en pensez-vous tous les deux? Tu veux commencer? Vas-y, vas-y. Bah, je pense que dans un domaine qui touche à la santé, c'est évident que les premiers intéressés sont les personnes atteintes et leurs familles, les médecins aussi qui en ont la prise en charge médicale, etc. Et donc, je pense que c'est très important de pouvoir s'adresser à eux, de pouvoir leur expliquer ce qu'on fait, quelles sont les limites, de dire que quelquefois, ça sera très long et que peut-être ce qu'on fait maintenant ne sera pas utile pour leurs enfants, mais peut-être pour les enfants des familles qui vont suivre, parce que la recherche, c'est très long. Donc, c'est cet équilibre entre apporter une information porteuse d'espoir, mais pas de faux espoirs, voilà. Donc, je crois que ça, c'est très important. Et d'une manière générale, le grand public, c'est aussi celui qui, par ses impôts, paye l'université, paye la recherche. Et donc là aussi, il y a un devoir d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'en font les scientifiques en général, et de dire que quelquefois des choses qui n'ont l'air de ne pas avoir d'utilité peuvent se retrouver les plus importantes, comme par exemple ce chercheur japonais qui cherchait à savoir pourquoi des méduses fluoresçaient, et s'il avait dit que c'était pour aider à la recherche sur le cancer, on lui aurait ri au nez. Et en fait, la découverte qu'il a faite a été quelque chose qui a bouleversé la manière de faire de la recherche en biologie dans tous les labos du monde, sur le cancer ou sur n'importe quelle maladie. Voilà. Donc je crois que c'est ça qui est important, de pouvoir discuter, communiquer avec le public. Et alors vous, Jocelyn, vous me disiez que vous alliez rencontrer des associations, il me semble, avec vos étudiants aussi, pour voir un peu le terrain. Oui, tout à fait, ça nous arrive. Ce qu'il ne faut pas oublier, effectivement, c'est qu'on a aussi, comme dit Jean-Louis, on a un devoir de retour vers les personnes qui nous financent, et non seulement qui nous financent, mais qui nous aident aussi dans nos recherches. Dans notre cas, dans notre équipe, 75% de nos financements viennent d'associations de patients. Donc on a un devoir de leur expliquer ce qu'on fait avec ces financements-là et de faire des choses utiles. Et puis il y a aussi les recherches qui sont faites en fait sur des échantillons de l'ADN, du sang, du muscle, des patients directement. Donc on travaille aussi sur eux en fait finalement. Donc il y a effectivement un devoir de retour essentiel. Et puis pour les étudiants et même pour les chercheurs, je pense que c'est très intéressant de rencontrer directement les patients qui sont atteints des maladies sur lesquelles on travaille. C'est une source de motivation supplémentaire. Et dernière petite question, est-ce que vous auriez un souhait ou un rêve pour le réseau Alumni du futur? Je pense que de se développer notamment à l'international avec tous ces étudiants. On a eu beaucoup chez nous qui finalement ont pu avoir des positions extrêmement importantes dans des universités ou des labos pharmaceutiques travaillant sur les maladies rares à l'étranger.
et notamment aux États-Unis. Alors, on regrette quelquefois un peu, on aurait bien aimé qu'il puisse rester en France. Il se trouve qu'il y a eu quelquefois des environnements plus favorables, mais je pense que c'est très important d'avoir aussi ces personnes-là qui participent parce que ça pourra permettre de trouver des lieux de post-doc, de pouvoir plus participer à des carrières internationales des chercheurs et de montrer que avoir été étudiant à l'université de Strasbourg peut permettre des carrières brillantes dans beaucoup de pays du monde. Et vous, Jocelyn, je ne sais pas si vous avez aussi un souhait. Oui, bon, je souhaite juste simplement effectivement qu'on ne peut que souhaiter que ce réseau alumni grandisse, s'intensifie, déploie encore plus d'énergie et grandisse au niveau géographique aussi. Oui. Eh ben, merci à tous les deux. Je pense qu'on peut les applaudir et on va laisser place à la prochaine table ronde.